Merci, docteur Moussa Touré. C'est un plaisir pour nous de vous savoir connecter, autant ceux qui se sont déjà enregistrés dans le chat et que je viens de saluer, que tous ceux qui sont connectés à cette session. Nous sommes un peu moins d'une trentaine et espérons que d'autres nous rejoindront d'ici peu. Nous sommes à ces séances virtuelles de masterclass sur le développement organisationnel. Merci d'être présent après 2 semaines de suspension. Merci d'avoir été sensible aux messages qui ont été envoyés. Nous sommes heureux de vous retrouver pour continuer cette aventure, en tout cas cette formation qui, à plus d'un titre, est utile pour chacun d'entre nous dans le contexte de nos organisations à but non lucratif. Notre formateur est le secrétaire permanent de la FOAPS, Kofi Koumoji, à qui je vais maintenant laisser la parole, tout en rappelant, messieurs, dames, que nous vous sollicitons dans le chat du groupe pour nous fournir les informations dont nous aurions besoin pour constituer la liste de présence. Et le chat est également disponible si tout au long de la formation, vous avez une question, un partage, une préoccupation, vous pouvez l'exprimer et nous ferons en sorte de la traiter, soit au fur et à mesure, soit à la fin de la formation. Merci à tous. Monsieur Kofi, vous avez la parole. Ok, merci Francis. Bonsoir chers collègues. Euh, je voudrais prendre à mon compte les remerciements que Francis vous a adressés. Nous avons été effectivement sensibles. Nous avons eu 2 semaines où nous étions en mission hors de nos domiciles respectifs. Donc, on n'était pas sûr qu'à l'heure de nos séances, nous puissions avoir la garantie de nous connecter et de respecter nos engagements. Donc aujourd'hui, nous allons parler de gestion administrative de l'association ou d'une association. Après les 2 premières séances, le lancement et la séance concernant le pouvoir de l'état d'esprit, on va dire que c'est vraiment aujourd'hui que nous commençons à rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il s'agit aujourd'hui du module 1 qui va nous permettre de faire une mise au point par rapport au type d'organisation auquel nous appartenons et la manière dont ce type d'organisation est géré effectivement. Alors, j'ai toujours du mal à démarrer. Voilà. OK. Alors, quels sont les objectifs de cette première séance sur la gestion administrative des associations? Nous espérons que d'ici la fin de la séance, les participants et nous aurons exploré les processus de création d'une association et les outils d'acquisition de la personnalité morale et légale de ces associations-là. Ensuite, nous espérons que nous pourrions explorer la gestion de l'effectif d'une association à but non lucratif à travers le service aux membres. Le service aux membres étant considéré comme un moyen majeur de maintien de l'effectif. Évidemment, si vous avez une association dans laquelle il n'y a aucune prestation, il n'y a aucun service qui puisse intéresser les membres, c'est difficile de pouvoir les maintenir et même de recruter de nouvelles adhésions. Et puis, troisièmement, nous espérons que nous aurons un peu de temps pour parler des rôles et prérogatives du personnel salarié de l'association, surtout dans leur relation avec les autres organes. Sur la base de cet objectif-là, ou ces objectifs-là, on va dire que nous allons avoir 3 chapitres. La première consistera à parler de la création de l'association et de l'acquisition de la personnalité morale. Ensuite, la gestion de l'effectif. Et puis, troisièmement, les rôles et prérogatives. Alors, d'abord, nous allons rapidement survoler le processus de création d'une association. Cette séance va avoir une résonance différente pour certains de nos participants ce soir, parce que certains d'entre vous ont participé à la création de plusieurs associations et peut-être même à la création de la Fédération Pays
à laquelle vous appartenez. Donc, c'est très clair que si vous avez eu l'occasion de participer à une dynamique de création d'associations, ce que nous allons dire aujourd'hui sera un rappel pour vous. Cela va vous peut-être mettre le point sur certains points que vous pourrez renforcer dans la manière dont vous gérez vos associations aujourd'hui. Mais pour d'autres participants, ça peut être peut-être quelque chose de totalement nouveau si vous n'avez pas eu l'occasion de créer des associations dans votre vie passée. Alors, disons que de manière générale, une association naît à partir du moment où un groupe de personnes décide ou a le désir de créer un cadre de partage de vision et d'action pour atteindre un objectif. Généralement, l'idée peut venir d'une personne, mais vous pouvez avoir deux, trois, quatre personnes qui partagent cette idée-là et qui vont commencer à en parler autour d'eux et qui vont mobiliser d'autres personnes intéressées. Il y a donc une période de gestation qui peut être nécessaire pour que le groupe se constitue et se densifie et que l'on commence à réfléchir à se doter des textes légaux. Alors, les textes légaux, principalement, nous savons que c'est les statuts et le règlement intérieur. La plupart du temps, c'est les deux documents-là qui sont vraiment euh, la base de la personnalité juridique de nos organisations. Et surtout l'espace francophone où nous savons qu'il y a une loi majeure que nous citons tout le temps, c'est la loi 1901, c'est une loi française, mais qui est donc devenue la loi qui encadre les associations à but non lucratif. J'ai l'habitude de suggérer que euh, au lieu de rédiger vos textes, statut, règlement intérieur, avant de chercher à mobiliser le premier noyau qui va créer l'association, l'idéal serait, même si vous avez tout en tête, d'attendre d'avoir les membres autour de vous pour que la rédaction de vos statuts et règlements intérieurs puisse être nourrie par la contribution d'une masse critique de personnes. Cela vous donne la garantie que d'abord vous allez bien réfléchir à tous les aspects possibles et imaginables, mais également que vous allez créer un sens d'appartenance, un sens de l'appropriation auprès de tous vos membres. Alors, une fois que vous avez drafté ces textes-là, que vous avez pu en discuter, avoir les amendements possibles, la prochaine étape va être l'Assemblée générale constitutive. C'est l'Assemblée générale qui consacre la naissance de l'association. Il y a un thème que j'aime beaucoup, les gens disent, à telle date que notre association a été portée sur les fonds baptismaux. Ouais, donc c'est vraiment cette notion de naissance euh, qui est attachée à cette Assemblée générale constitutive, qui également, la plupart du temps, après l'adoption des textes, va élire le premier bureau exécutif. OK? Donc, cette Assemblée générale va également donner mandat à ce bureau exécutif élu pour accomplir les formalités d'usage, notamment la déclaration et, disons, au ministère de l'Intérieur ou en tout cas au ministère concerné selon le pays et obtenir donc le récépissé ou un document d'autorisation de l'association donné par les pouvoirs publics. Ensuite, Euh, parmi les mandats qui seront donnés au bureau exécutif, vous allez voir qu'il y a également la question de l'ouverture d'un compte bancaire et pour lequel les banques vont demander un procès-verbal de l'Assemblée générale constitutive indiquant que tel jour, l'Assemblée générale a décidé d'ouvrir un compte et que telle et telle personne sont censées être les signataires de ce compte. Ce PV-là est très important pour les banques. Et c'est important aussi que dans cette période-là, l'ouverture du compte permette déjà aux membres de commencer à payer leurs cotisations, leurs droits d'inscription. Il est possible que vous ouvrez un compte avant l'Assemblée générale constitutive, mais la plupart du temps, les banques vont ouvrir le compte de manière provisoire. C'est-à-dire que on peut donner un numéro de compte pour que les gens puissent déposer l'argent sur le compte, mais vous ne pourrez pas opérer le compte aussi longtemps que vous n'avez pas ce PV désignant les signataires du compte.
Nous allons maintenant parcourir rapidement le contenu de, des statuts d'une association, loi 1901. Nous avons à peu près cinq ou six titres qui composent les statuts. Le premier titre va donner les informations concernant la dénomination, le siège et la durée que nous voulons donner à notre association. Euh, la plupart du temps, les gens qui ont l'ambition d'avoir une association qui va vraiment durer vont donner 99 ans. Mais vous pouvez également créer une association dont la durée peut être de 20 ans, de 30 ans, etc. Euh, le deuxième titre va parler des objectifs et des domaines d'intervention. Et il s'agit de quelque chose d'extrêmement important aussi, parce qu'une fois que vous avez annoncé les buts et les objectifs de votre association, il est important de pouvoir annoncer les domaines d'intervention. Est-ce que votre association veut travailler dans le domaine de l'agriculture, par exemple? Ou bien est-ce que votre association voudrait travailler dans le domaine de la santé, de l'industrie, de l'artisanat, de l'environnement, du changement climatique, etc. C'est ça qui va permettre à l'association plus tard d'avoir une vraie identité et savoir quelles sont les orientations qu'elle va avoir en termes d'activités à mener. Bien sûr, quand vous annoncez vos buts et objectifs, vous annoncez également les moyens d'action. La différence avec les domaines d'intervention, comme je l'ai dit, c'est secteur santé, secteur agriculture, etc. Mais les moyens d'action, c'est que votre association est-elle une association qui, par exemple, réunit les gens qui sont dans le même domaine, par exemple des agriculteurs? Est-ce que c'est une coopérative? Auquel cas, les moyens d'action, ça va être la mise en commun de vos machines, euh, le, la collaboration pour aller trouver de nouveaux marchés ensemble, etc. Donc ça, ce sont des moyens. Pour des associations comme les fédérations pays, on va plus mentionner euh, les conférences, les réunions, les séminaires, les actions de plaidoyer, euh, les... Voilà, donc c'est le genre de moyens d'action que nous, on va se donner. OK? Et donc, c'est important de pouvoir effectivement parler de ça rapidement dans vos statuts. Le titre 3 va donc parler après des membres, du mode d'adhésion ou des modes d'adhésion, et puis de la qualité de membre et de comment est-ce qu'on perd cette qualité de membre. Donc, généralement, dans nos associations, loi 1901, euh, nous pouvons, ce n'est pas obligatoire, mais il y a des gens qui préfèrent avoir un statut de membre fondateur, avec donc des prérogatives que les autres membres qui viennent après pourraient ne pas avoir. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir comment vous voyez votre association. Mais la plupart du temps, les trois catégories de membres qu'on a, c'est les membres actifs, les membres sympathisants et les membres d'honneur. Les membres actifs, c'est ceux qui ont fait le choix d'adhérer, de participer financièrement et au niveau des activités également. Les membres sympathisants, c'est ceux qui ont décidé d'être avec vous parce qu'ils trouvent vos objectifs nobles, votre travail intéressant, etc. Mais peut-être qu'ils ne sont pas qualifiés pour être membres en tant que tels, mais qu'ils vont vous trouver qu'ils peuvent être amis de cette association. Par exemple, nos fédérations pays, on va dire que les membres actifs, ce sont les institutions ou les membres qui sont dans le domaine de la santé, les professionnels de la santé, du secteur privé. Si vous avez quelqu'un qui est du secteur public, qui n'est pas du secteur privé, mais qui trouve vraiment votre association intéressante, cette personne peut décider d'adhérer, mais ne sera pas membre actif. Elle sera membre sympathisant. Vous pouvez avoir des gens qui n'ont même rien à voir avec le secteur santé, euh, un politicien, quelqu'un qui est dans l'agriculture, mais voilà. Donc, ils peuvent venir, ils peuvent accepter de contribuer financièrement s'ils le veulent, mais ils ne sont pas obligés. Si vous les invitez à vos manifestations, ils viendront, mais ils ne peuvent pas occuper des fonctions, par exemple, au bureau ou des choses comme ça. OK? On a vu des membres sympathisants travailler dans des commissions de projet. Oui, c'est possible. Mais la plupart du temps, ce ne sont pas des membres qui s'engagent autant que des membres actifs. Si tel était le cas, alors il y a de fortes chances qu'il faut trouver une solution pour en faire des membres actifs. Les membres d'honneur.
Les membres d'honneur, c'est un peu plus particulier parce que généralement, ce ne sont pas les membres d'honneur qui viennent vers l'association pour adhérer. C'est l'association qui, ayant identifié dans certaines personnes des qualités, disons un passé glorieux, c'est des gens qui véhiculent une certaine image, une certaine crédibilité. Alors, les membres du bureau de l'association ou n'importe quel membre peut estimer que cette personne-là peut être vraiment un membre d'honneur et nous apporter la crédibilité qui peut être utile à l'association. Donc, c'est l'association qui ira vers les membres d'honneur pour leur proposer enfin, ces personnes-là, pour leur proposer de devenir des membres d'honneur. Après, vous allez bien sûr décliner euh, comment l'adhésion se fait, comment on perd la qualité de membre, comment on démissionne, par exemple, puisque la qualité de membre peut être perdue par le décès, mais également par la démission ou par l'exclusion. Il y a souvent trois modes de perte de qualité de membre: démission, décès ou exclusion. Bon. Alors, lorsqu'il y a exclusion, quelle est la démarche que l'organisation entreprend? Lorsqu'on démissionne, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce sont des choses qu'on clarifie. Les droits et devoirs des démissionnaires. Quelqu'un qui démissionne, est-ce que vos tests prévoient que, bon, vous démissionnez, vous pouvez partir, ou bien vos tests prévoient que si vous démissionnez et qu'il y a des cotisations qui sont échues, vous devez payer ces cotisations avant de partir. Si vous démissionnez, que vous avez peut-être de l'argent de l'association chez vous, vous devez rembourser avant, etc. Donc, il y a un certain nombre de conditions qui peuvent être posées et les tests vont prévoir ça effectivement. Maintenant, nous allons voir le titre 4. Alors, le titre 4 parle de l'organisation et du fonctionnement de l'association. Notamment, on va avoir un article qui va définir les organes. La plupart du temps, vos organes, c'est l'Assemblée générale, c'est le principal organe, avec tous les pouvoirs de décision. Ensuite, on va avoir un bureau qui est élu par cette Assemblée générale, qui est l'émanation de cette Assemblée générale-là. Ensuite, on va avoir, bon, il faudrait que vous vérifiez si dans vos fédérations pays, le secrétariat administratif ou le secrétariat permanent est un organe ou pas. Si ce n'est pas un organe, ça voudrait dire que il y a quelque chose qui va manquer parce que parfois vous ne saurez pas quelles sont les prérogatives que vraiment ce secrétariat permanent peut avoir vis-à-vis des autres organes. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Il y a également un organe qu'on oublie souvent, c'est les auditeurs, ou bien l'audit interne. Il peut être l'audit interne, il peut être l'audit externe, mais dans tous les cas de figure, l'audit doit constituer un organe consacré par les statuts de l'association. Donc, après avoir listé les organes, le document, les statuts vont aller donc dans le détail et définir l'Assemblée générale et ses compétences, comment ça fonctionne, le conseil d'administration ou le bureau exécutif, ça dépend, ou les deux. Euh, Est-ce que les membres qui travaillent pour le conseil d'administration sont rémunérés? Euh, dans les entreprises, on va leur donner des jetons de présence. En général, dans les associations, on ne va pas leur donner de jetons de présence. On va peut-être rembourser les frais s'il y a des frais encourus par ces membres dans l'exercice de leurs fonctions. Mais en général, le travail des membres du conseil d'administration des associations est un travail totalement bénévole. Euh, Ensuite, quelles sont les responsabilités des membres du bureau? Président, secrétaire, trésorier général, les conseillers, et la direction exécutive, comme je l'ai dit précédemment, on va en parler également. Euh, Maintenant, comment est-ce que les commissaires aux comptes ou les auditeurs sont élus? Si vous faites le choix de commissaire aux comptes, ça peut vouloir dire que c'est l'audit interne. Vous avez fait le choix de l'audit interne. Mais si c'est des auditeurs externes, donc ce n'est pas une élection, mais c'est des contrats qu'on va signer avec les auditeurs externes et tout ça doit être défini par les textes. Alors ensuite, disposition 5, c'est les dispositions financières. C'est là où on va parler des ressources de l'association, OK?
L'association, les ressources, généralement aussi, on connaît, c'est les droits d'adhésion, les cotisations, c'est les dons et legs, c'est les subventions éventuelles pour une association, et puis c'est les ressources tirées des activités menées par l'association. En général, c'est ça. Après, on va parler de l'ouverture de compte. Comment est-ce que euh, le compte va fonctionner? Qui sont les signataires? Est-ce que c'est signataires uniques? C'est signataires, signature valable 2 à 2, signature valable 3 à 3. Euh, et est-ce qu'il y a des limitations par rapport à ces signatures pour faire fonctionner le compte, etc. Donc, ces éléments peuvent être décrits rapidement dans les statuts, mais tout ce que je viens de dire là, tous les détails vont aller plutôt dans les règlements intérieurs. On y reviendra plus tard. L'autre élément, c'est de savoir est-ce que l'association prend des dispositions pour qu'il y ait une certaine gestion de petits cash. Si l'association va fonctionner d'une manière donnée, il y a des gens qui vont faire des courses. Si vous envoyez des coursiers en ville, distribuer du courrier, vous n'allez pas tout le temps émettre un chèque pour payer le taxi. Donc, est-ce qu'on va mettre en place un dispositif de petits cash? Oui, non. Il faudra donc prévoir tout cela dans les statuts. Et puis, quelles sont les ressources mises à la disposition de l'association par les partenaires? C'est important aussi dans les statuts de définir les relations qui doivent exister lorsque l'association bénéficie de dons, de legs, de subventions de certains partenaires. Quelles sont les conditions? En général, il faut savoir qu'en général, on prévoit que au-delà d'un certain montant, l'association ne peut pas accepter de dons ou de subventions s'il n'y a pas un contrat de subvention ou un document formel qui définit que tel jour, telle association ou telle institution a fait une subvention à notre association. OK? Euh, et généralement, on prévoit aussi que l'association accepte des dons et legs et autres, à condition que cela ne pose pas de contraintes pour l'association. Donc, c'est des dons inconditionnels. Titre 6, disposition finale. Les dispositions finales, c'est d'abord les conditions de modification, d'amendement des statuts, les conditions de dissolution de l'association, les limitations des engagements de l'association à ses seuls patrimoines, c'est-à-dire qu'en fait, une association qui a des difficultés financières, on ne peut pas, la juridiction, aucune juridiction ne peut aller dire qu'on va saisir les biens du président pour pouvoir éponger les dettes que l'association aura pu contracter. Donc, la limitation des engagements de l'association à ses seuls patrimoines. C'est ça qui doit être défini donc dans les statuts. Et puis, généralement, on prévoit que l'Assemblée générale adoptera des règlements intérieurs et l'attribution de compétences juridiques pour les cas de litige également doit être mentionnée. Si c'est les méthodes de médiation, euh, oui, quelles sont les compétences, etc. Et date d'entrée en vigueur des statuts. Voilà. Donc, ce sont là les quelques éléments qui doivent rentrer dans la déclinaison des statuts d'une association. Nous allons maintenant passer à la partie, on va dire, règlement intérieur. Règlement intérieur. Alors, le, le règlement intérieur de l'association, c'est également assez structuré. Les préambules. Les préambules vont faire référence à l'association même, à sa création, etc. Après, le sigle, les logos. Vous définirez également dans vos règlements intérieurs l'année fiscale. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a généralement deux formules. Soit c'est l'année fiscale qui va du 1er janvier au 31 décembre, soit l'année fiscale peut aller du 1er juillet au 30 juin. Tout dépend de comment vous voyez votre façon de fonctionner. Avec les contraintes climatiques et autres, vous pouvez avoir de bonnes raisons de choisir euh, juillet à juin. Comment les nouveaux membres sont admis? Donc, les procédures d'admission de nouveaux membres. Les ressources également, comment les ressources sont gérées, le fonctionnement de l'Assemblée générale. C'est là où vous allez avoir tous les détails, hein, pour l'Assemblée générale, comment ça fonctionne, les réunions,
Doivent-elles être annuelles, hebdomadaires, enfin, hebdomadaires, je ne pense pas, mais disons semestrielles ou trimestrielles? Comment les réunions sont convoquées? Quel est le délai dans lequel on peut convoquer les réunions? Le quorum pour qu'une assemblée générale puisse effectivement délibérer, etc., etc. Et vous allez parler bien évidemment des statuts et prérogatives des membres qui siègent. Vous pouvez avoir à l'Assemblée générale plusieurs catégories de membres. Vous pouvez admettre par exemple vos membres d'honneur. Vous pouvez admettre vos membres sympathisants. Vous pouvez décider qu'ils n'auront pas droit à la parole, sauf si le président décide de donner la parole à un membre d'honneur pour une question justement d'honneur, hein, ou un membre sympathisant, on peut lui donner la parole, euh, mais ils ne peuvent pas, lors des réunions, lever la main tout le temps et intervenir tout le temps, parce que ce n'est pas ça leur fonction. OK? Euh, et puis, ils n'auront pas de droit de vote. Généralement, les membres sympathisants et les membres d'honneur n'ont pas de droit de vote. Donc, tout ça est défini par le règlement intérieur. Maintenant, l'élection du bureau exécutif, le fonctionnement du bureau exécutif, le fonctionnement du conseil d'administration. Alors là, vous voyez que je parle de bureau exécutif et des fois, je parle de conseil. Alors, faisons une clarification. Dans le droit latin, dans les associations de loi 1901 jusqu'à il y a peut-être, on va dire 20-25 ans, dans les pays francophones, l'association n'a pas de conseil d'administration ou de conseil exécutif. L'association a l'assemblée générale et le bureau exécutif. Il peut y avoir un bureau directeur, c'est-à-dire qu'on a le bureau exécutif auquel s'ajoutent certains membres pour constituer le bureau directeur. Je prends un exemple. Dans le cas des fédérations pays, si nous avons le bureau exécutif, euh, ça sera peut-être 4 ou 5 membres, président, vice-président, secrétaire général, trésorier et peut-être un conseiller ou quelque chose comme ça. 4 ou 5 membres. Maintenant, si vous avez des antennes régionales, supposons que vous avez des antennes dans différentes régions et que vous estimez que les présidents de ces antennes régionales-là, si ces présidents se joignent au bureau exécutif, alors ils vont constituer un bureau directeur. Ça veut dire qu'il y aura des prérogatives, il y aura des décisions qui ne pourront pas être prises par le bureau exécutif. Il faudrait nécessairement que ce soit un comité directeur ou un bureau directeur. Ouais. Donc, ça, c'est un peu l'approche, on va dire, du droit latin. Mais depuis quelques années, avec le fait que nous travaillons avec les anglophones, l'idée de conseil exécutif, ou même des fois les gens parlent de conseil d'administration, est née et a influencé un peu notre façon de faire nos associations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un conseil au lieu d'un bureau exécutif. Vous pouvez avoir un bureau exécutif si vous voulez rester strictement dans le droit latin. Et puis j'ai vu même des situations où on a les deux. On a le bureau exécutif et on a le conseil d'administration ou le conseil exécutif. Pour prendre l'exemple de la force, nous avons un conseil exécutif. On n'a pas de bureau exécutif, on a un conseil exécutif. D'accord? Et on n'a pas de conseil d'administration non plus. Donc voilà, c'est à vous de vraiment voir. Euh, ne mettez pas en place des structures trop lourdes à gérer après. C'est un point qu'il faut analyser mûrement avant de prendre certaines décisions. Après, il y a les commissions. Normalement, les commissions sont un peu les outils avec lesquels l'association fonctionne et atteint ses objectifs, mène des projets. Chaque fois que vous allez, par exemple, organiser l'Assemblée générale, vous pouvez mettre en place un comité ou une commission, pardon. Si vous voulez organiser une conférence internationale, vous pouvez mettre en place un comité de projet, une commission de projet. Bon, il arrive parfois que certaines associations prévoient des commissions permanentes. Si vous estimez qu'il y a des choses qui relèvent vraiment du continuum, alors vous pouvez décider d'avoir des commissions permanentes. Par exemple, vous pouvez avoir une commission permanente financière. Vous pouvez avoir une commission permanente, euh, on va dire, des relations ou du partenariat public-privé. Si vous estimez que votre fédération pays doit travailler de manière continue avec l'administration publique et que vous pensez que
le partenariat public-privé est un élément important du dispositif. Vous pouvez décider d'avoir une commission permanente pour le dialogue public-privé, par exemple. Donc, c'est à vous de voir comment vous pouvez articuler tout ça et comment ça fonctionne. Euh, la suite donc des éléments du règlement intérieur, c'est par exemple les commissions, les bureaux. Est-ce que les commissions permanentes ont des bureaux? Quelles sont les ressources qui sont mises à la disposition de ces commissions permanentes-là? Euh, Comment fonctionnent les comités consultatifs techniques, si vous pouvez avoir des commissions consultatives techniques? Le secrétariat administratif, nous en avons parlé avant. Comment le secrétaire administratif est-il recruté? Est-ce qu'il est prévu qu'il ait un contrat de performance, que les membres du secrétariat aient des contrats de performance, etc., etc. Quelles sont les règles de solidarité au sein de l'association? OK? Euh, Comme je l'avais dit pendant qu'on parlait des statuts, la perte de qualité de membre, si dans les statuts, un article comme celui-là, perte de qualité de membre, est décrit en 2 lignes, dans le règlement intérieur, ça va être plus détaillé. On va voir comment ça se passe, si il y a des sanctions, suspensions, blâmes, radiation, si quelqu'un démissionne, comment ça se passe, etc., etc. Tout ça doit être vraiment clarifié pour éviter des confrontations futures. Alors, quelle est la différence entre les statuts et le règlement intérieur? Disons que les statuts sont déposés auprès de l'administration, sont archivés auprès de l'administration pour permettre à cette administration de savoir que l'association qu'elle a autorisée ou à qui elle a donné un récépissé continue à fonctionner conformément à ses propres textes et conformément à la loi. Donc, les statuts sont déposés à l'administration. Euh, Nous conseillons que les statuts contiennent des dispositions d'ordre général qui ne risquent pas d'être modifiées tout le temps. Parce que chaque fois que vous modifiez Yeah, une this one's virgule, pardon, twist and right doors. Samuel, your microphone is not muted. Donc, chaque fois que vous modifiez vos statuts, normalement, vous êtes censé informer l'administration en leur donnant les nouveaux statuts. Et en principe, si tout le monde travaille bien, ils doivent vérifier que les amendements, puisque quand vous envoyez le nouveau statut, vous devez dire ce que vous avez modifié. Et ils doivent vérifier que vos modifications ne viennent pas en contradiction avec la loi, ne sont pas anticonstitutionnelles. D'accord? Si dans vos moyens d'action, vous voulez ajouter maintenant la vente des armes, il est clair que on va regarder si c'est quelque chose qui correspond aux objectifs que vous avez fixés initialement et comment est-ce que cela rentre en conflit avec la loi. Donc, il y a de fortes chances qu'on ne vous autorisera pas. Donc, c'est pour cette raison que le règlement intérieur, qui n'est pas soumis aux mêmes contraintes, peut donc être très détaillé et parce que lui peut être modifié tout le temps quand on voit que dans le fonctionnement de l'association, il y a nécessité d'amender quelque chose, on peut l'amender et s'adapter aux nouvelles situations. Une chose importante aussi, le règlement intérieur ne doit pas reprendre les articles des statuts, mais les opérationnaliser en développant les conditions de mise en œuvre. D'accord? On ne prend pas des règlements intérieurs et puis, par exemple, l'article qui définit les membres, on va voir exactement le même article qui définit les membres. Non. Le règlement intérieur doit être un complément de ce qui est prévu au statut en termes d'opérationnalisation de la mise en œuvre de ce que les statuts prévoient. Il faut aussi noter que le, 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 le règlement intérieur ne doit pas être en conflit avec les statuts. D'accord? Si ça devait arriver, parce qu'au moment de rédiger ces documents, quelque chose a échappé au rédacteur, alors il faut savoir que c'est les statuts qui vont avoir préséance sur le règlement intérieur. Donc, s'il y a contradiction, c'est les statuts qui vont avoir préséance. C'est pour cette raison qu'au moment où vous rédigez vos règlements intérieurs, vous devez avoir les statuts à côté et vous assurer que vous n'êtes pas en contradiction.
Euh, pour le cas du Togo que je connais bien, le ministère de l'administration territoriale donne des détails sur comment doit être structuré les statuts et le règlement intérieur. Il y a des modèles que le ministère donne. Ce qui fait qu'au Togo, si vous faites tout avant de vous approcher de l'administration, vous pouvez avoir adopté des textes en Assemblée générale constitutive qui ne soient pas acceptés par le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays, mais vérifiez si vous avez les mêmes types de contraintes. Alors le mieux, c'est de commencer à s'approcher de ces administrations ou alors de partir d'un modèle de statut qui a déjà obtenu l'agrément du ministère de l'Administration territoriale et qui se rapproche suffisamment du vote de votre association pour que vous puissiez vous en inspirer. Francis, est-ce que tu as besoin de faire une annonce ou bien je continue? Alors, je constate que nous sommes actuellement 36 dans la session. Merci et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints alors que la session avait commencé. Je voudrais simplement rappeler les besoins de la liste de présence dans le chat du groupe, s'il vous plaît, selon les pistes qui sont données, nom, prénom, votre genre, votre âge, moins 40 ou plus 40, votre pays, votre institution et votre fonction, si applicable. Vous pouvez également aussi être un membre individuel en train de suivre la session et puis vos contacts, s'il vous plaît. C'est utile non seulement pour la liste de présence, mais aussi éventuellement pour dresser les attestations de participation. Je voudrais également rappeler, s'il vous plaît, que si vous avez des questions, elles sont les bienvenues dès maintenant dans le chat du groupe pour que dans quelques minutes, quand nous aurons arrêté, que nous puissions faire traiter votre question ou vous donner la parole pour la poser de vive voix. Merci. OK, merci Francis. Donc maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cet exposé, la gestion de l'effectif. Alors, cette partie de l'exposé vise à permettre aux participants de s'équiper pour assurer la croissance et le maintien de leurs effectifs et de renforcer l'adhésion des membres par rapport au service de l'association ou bien grâce au service de l'association. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Quels sont les articles de vos statuts et règlements intérieurs qui donnent des indications sur la convivialité entre les membres? Là, je vous renvoie, peut-être que vous ne pouvez pas répondre tout de suite, mais je, je, je vous suggère d'aller reconsidérer les statuts et règlements intérieurs et de voir si vous avez des éléments qui mettent l'accent sur la convivialité entre les membres. Quelles sont les activités que vous menez dans le sens du développement des bonnes relations, des bonnes ententes entre les membres, de cette convivialité dont nous parlons? Et puis une question aussi que nous pouvons nous poser, que pouvons-nous faire différemment pour fidéliser les membres de nos bureaux et asseoir une véritable convivialité? Là, nous sommes un peu plus restreints parce que dans des associations, des fois, on voit même les membres du bureau qui ne sont pas actifs, qui ne participent pas aux activités, qui ne sont pas toujours aux réunions, etc., etc. OK? Alors, euh, disons que ce modèle que nous vous proposons est un modèle en fait de renforcement de la motivation d'une équipe, de renforcement de la motivation des membres d'une équipe. C'est un modèle qui est composé de 6 étapes, de 6 matériels, on va dire. Le premier, c'est la création d'une nouvelle vision. Cela passe par des activités et projets fédérateurs, des activités et projets qui enthousiasment le peuple, comme dirait l'autre. Si les gens sont dans votre association et qu'il n'y a rien qui, disons, on m'a dit, ils ne trouvent rien d'excitant à être membre de cette association. Toute l'année, on est là. C'est seulement les assemblées générales qu'on convoque pour rendre compte des activités qu'on a menées, mais on se rend compte que même les activités, vraiment, c'est du, on m'a dit, c'est des activités routinières. Vous avez du mal à créer une nouvelle vision et à motiver vos membres. Deuxième élément, c'est de diriger par l'exemple, en faisant ce que vous souhaitez que les autres fassent dans l'association et dans les équipes. OK?
Cela est valable, ce que nous disons là est valable pour les dirigeants des associations, mais également pour les membres du staff, surtout les responsables du staff. Parce que si dans votre propre secrétariat administratif, vous n'êtes pas en mesure de motiver les membres, alors vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même un petit quelque chose qui ne va pas. Troisième niveau pour motiver les membres, c'est que dans l'association, vous puissiez habiliter les membres, donner du pouvoir à vos membres. Euh, Ce que nous recommandons ici, c'est de veiller à ce que des gens n'adhèrent pas à votre association et qu'ils chôment ou qu'elles chôment. D'accord? Vous avez un plan d'action, un calendrier d'activités sur l'année. Vous avez des projets qui sont en cours. Vous avez des activités qui viennent et pour lesquelles il faut que des commissions travaillent. Faites en sorte que tous les membres adhèrent à une commission de projet, travaillent dans une équipe de projet, de façon à ce que, d'abord, il y ait une meilleure connaissance entre eux, parce que des gens qui travaillent dans une commission de projet se connaissent mieux que si c'est des gens qui se retrouvent une fois par an dans l'Assemblée générale. Ça crée des amitiés, ça crée des relations, et donc ça participe à créer de nouvelles dynamiques. L'autre chose, c'est de défendre leur cause. C'est le quatrième élément. Défendre la cause de vos membres, que ce soit au niveau des gouvernants ou des responsables de l'équipe d'administration. Il faut vraiment faire en sorte que vous puissiez promouvoir vos membres devant la scène internationale, devant la scène nationale. Si c'est le staff, devant les membres du bureau. OK? Donc, c'est très, très important de les porter au devant de la scène. Cinquième élément, c'est de célébrer les victoires. Si les gens qui travaillent avec vous dans une association, ils sont bénévoles, etc., mais que chaque succès, chaque réalisation majeure est célébrée par tout le monde, par de petits symboles, par certains événements que vous avez créés, un petit cocktail par-ci, ça crée une motivation supplémentaire. Et puis, sixième élément, c'est de chercher la perfection. Ne vous contentez pas des résultats à minima. OK? Faites en sorte que vous puissiez défier les membres qui travaillent avec vous dans les associations pour qu'ils, après avoir, par exemple, réalisé un beau projet, eux-mêmes se sentent vraiment, ça a été dur, le président nous a mis sous pression, le secrétaire permanent nous a mis sous pression, mais à la fin, vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes contents de nous-mêmes parce qu'on a réalisé quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Donc, et tout ça doit se faire dans la confiance et le respect mutuel. OK? Très, très important donc de pouvoir motiver les membres de vos équipes. Maintenant, sur le service aux membres pour créer et maintenir les effectifs, nous vous proposons de réfléchir quelques minutes. Pourquoi pensez-vous que les membres, certains membres, pas tous peut-être, ne payent pas leurs cotisations? Comment savoir ce que les membres attendent de votre association? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez l'habitude de faire quelque chose pour connaître les attentes de vos membres? Comment rassurer les membres que leur argent est bien géré pour le bien de l'association? Donc voilà quelques questions qu'il faut se poser lorsqu'on est en position de direction d'une association loi 1901, d'une association à but non lucratif. L'intérêt de ces trois questions-là, c'est de montrer véritablement que les membres ne payent pas leurs cotisations parce que, entre autres, ils ne savent pas à quoi sert leur argent. OK? Donc, ces trois questions-là, c'était un, pour montrer ça. De nous rendre compte que certaines personnes ne cotisent pas parce qu'ils ne savent pas à quoi sert leur argent. Peut-être c'est pas tout le monde, tout le monde, tout le monde, mais il y a quand même certaines personnes qui, lorsqu'ils ne voient pas à quoi sert leur argent, ils auront du mal à cotiser. Deuxièmement, c'est donc une façon de renforcer la spontanéité dans le paiement des cotisations. C'est la transparence. OK? Donc, si vous voulez que les gens cotisent vraiment, soyez transparents, montrez-leur ce qui est fait de leur argent. Nous avons vu souvent des assemblées générales où on parle des activités, mais il n'y a aucun rapport financier. On ne nous dit même pas qu'est-ce que nous avons cotisé comme, enfin, comme nous avons mobilisé comme cotisation des membres.
À quoi a servi l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Quel est le bilan financier? Combien reste dans la caisse? Donc, c'est seulement les membres du bureau ou peut-être seulement le président et le trésorier qui ont donc cette visibilité sur les ressources de l'association. Si on fait ça, il y a de fortes chances que les membres se démotivent. Mais pour être en phase avec les membres, il faut leur donner aussi la parole pour vous dire ce qu'ils attendent de l'association, de ses dirigeants. Alors, les moyens de pouvoir être à l'écoute, c'est soit les réunions directes, les focus group, les sondages d'opinion, etc., etc. OK? Donc, très, très important. Nous allons vous euh, donner quelques pistes. Quand vous faites un sondage, par exemple, pour connaître ce que vos membres attendent de vous, vous pouvez leur poser les questions suivantes. Quels sont les bénéfices d'être membre de notre association? Qu'est-ce que vous pensez bénéficier de l'association si vous adhérez? Ça, c'est pour des membres potentiels. Quelles sont vos attentes envers l'association? Comment envisagez-vous l'association par rapport au secteur public? Comment envisagez-vous l'association par rapport au PTF, aux partenaires techniques et financiers? Comment envisagez-vous notre association par rapport au grand public? OK? Quels sont les défis que vous rencontrez en tant que membre? Hein? S'il y a des membres à qui vous posez ce genre de questions et qui vous répondent que c'est parce que la manière dont le trésorier les relance pour les cotisations, c'est ça qui les énerve. Bon, vous allez voir peut-être comment changer de méthodologie. OK? Des fois, c'est à cause d'une personne que des gens quittent les associations, hein, à cause d'une seule personne. Vous allez perdre des membres parce que peut-être la manière dont le président dirige les réunions ne leur plaît pas, tout simplement. La manière dont le secrétaire permanent conduit les réunions de coordination, ça fait que les gens sont démotivés. OK? Alors, d'autres questions, c'est les recommandations que les gens peuvent vous donner pour que l'association devienne plus pertinente et utile pour ses membres. Euh, c'est également euh, de leur demander parfois qu'est-ce qu'ils estiment être le bon niveau de cotisation, le bon montant que les membres peuvent payer comme cotisation. Ça peut vous surprendre. Des fois, vous allez voir que les gens proposent des montants très élevés. Des fois, les gens proposent des montants très, très bas. Bon, si vous faites un sondage dont les résultats peuvent être publiés et montrer quelle est la masse critique qui préfère tel niveau de cotisation, peut-être que les gens vont adhérer facilement parce qu'ils verront que c'est la majorité qui veut ce type de cotisation-là. Quels sont les services que l'association devrait leur offrir? Ce sont des questions à poser. OK? Et quels sont les besoins spécifiques auxquels vous n'avez pas encore trouvé de réponse? Vos membres peuvent avoir des besoins spécifiques. En ayant entendu parler de l'association, ils sont venus parce qu'ils pensaient que dans cette association, ils vont trouver ceci ou cela. Donc, vous pouvez leur donner la parole pour qu'ils vous disent s'ils ont été satisfaits par rapport à ce qu'ils anticipaient ou s'ils n'ont pas trouvé les réponses. OK? Les questions de formation aussi peuvent être un point important pour mobiliser et maintenir vos membres. D'abord, c'est d'avoir des modules de formation, d'animer des formations, mais également de les interroger sur le type de formation qu'ils souhaitent avoir. OK? Et de voir comment est-ce que vous pouvez répondre à ces besoins exprimés. Maintenant, parlons un peu rapidement du rôle du personnel de l'association. Nous disons que le personnel salarié est chargé de la gestion quotidienne de l'association. Il peut être dirigé par un directeur exécutif, un secrétaire permanent ou un secrétaire administratif. Dans certaines institutions, surtout chez les anglophones, on peut parler de CEO. On a des associations qui sont dirigées par des directeurs généraux. OK? Par exemple, les chambres de commerce vont avoir pour le personnel un directeur général. C'est tout à fait possible. Euh, alors, ce directeur administratif ou exécutif est sur les deux fronts de la gestion des projets et de l'assistance au bureau. Donc, n'oubliez jamais, si vous êtes salarié d'une association, que vous êtes au service du bureau exécutif et de l'Assemblée générale. Mais vous êtes également, on m'a dit, l'unité de gestion de projet, la principale unité de gestion de projet. Parce que tout projet qui va venir dans l'association, c'est à vous, salariés, qu'on va demander de mettre en œuvre ce projet-là, quel qu'il soit. Donc, il faut avoir la capacité de manœuvrer entre les deux.
Le secrétaire administratif également exécute les décisions de l'Assemblée générale sur les instructions du bureau exécutif ou du conseil d'administration et particulièrement de son président ou de son secrétaire général. Là aussi, il faut savoir que selon la façon dont votre organisation est structurée, le patron de l'administration peut être le président ou le secrétaire général. D'accord? Donc, c'est celui qui supervise qui va être la courroie de transmission entre l'Assemblée générale, le bureau exécutif et le personnel salarié. Ce personnel salarié assure les responsabilités administratives relatives à la vie et au fonctionnement de l'association, nous l'avons dit. Il met en œuvre les plans de mobilisation de ressources, aussi bien humaines, matérielles que financières, nécessaires à l'atteinte de l'objectif ou des objectifs de l'association. La, 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 la direction administrative ou le secrétariat administratif se structure dans une coordination des compétences disponibles, de façon à pouvoir gérer les projets qui lui sont confiés de manière adéquate. Si votre administration commence à prendre de l'ampleur, vous pouvez avoir des départements et des services techniques. OK? Maintenant, finissons avec les caractéristiques des membres du personnel salarié de l'association. Pour nous, il faut vraiment être disponible et avoir le sens du service et du sacrifice. Souvent, on dit, c'est le bénévolat. Des fois même, vous n'avez pas véritablement de salaire parce que si on compare ce que vous faites avec vos collègues dans d'autres administrations, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas véritablement un salaire que vous avez. Donc, il faut avoir cette disponibilité et avoir le sens du sacrifice. Il faut avoir de l'humilité. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas un gros salaire que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas respecter les responsables de l'association. Mais pour le faire, vous devez avoir de l'humilité. Parfois parce que peut-être que vous êtes très âgé, vous êtes plus âgé que les membres de votre bureau. D'accord? Ce n'est pas une raison pour ne pas les respecter. Parce qu'en termes de hiérarchie, c'est eux qui ont créé leur association et qui vous ont sollicité pour travailler avec eux. Bien sûr, il faut avoir le sens de l'initiative et la capacité de faire bénéficier l'association de votre carnet d'adresses. Quand vous travaillez pour une association, vos relations doit pouvoir vous servir à être plus performant dans le travail qui vous est demandé. Par voie de conséquence, ça sert à l'association. Si vous avez quelqu'un dans votre administration, secrétariat exécutif, qui connaît le ministre de la Santé, alors que le président veut rencontrer le ministre de la Santé, c'est l'occasion de pouvoir l'assister pour pouvoir accéder, pour pouvoir ouvrir les portes de ce ministre de la Santé. Il y a la capacité à travailler pour mettre en lumière les talents du président et des membres du bureau exécutif. C'est très important. Nous sommes à la disposition du bureau exécutif. Mais vous savez que dans ce bureau exécutif, il y a des talents, il y a des gens qui ont des capacités, etc. C'est notre rôle aussi de pouvoir identifier et de leur faire appel. Je me rappelle qu'une fois, nous avons sollicité le président Bogifo pour lui dire, nous voulons voir avec lui comment est-ce qu'il peut nous aider pour nous permettre d'atteindre certains de nos agendas. Et parce que nous savons qu'il a beaucoup de relations, etc., etc. Et il nous a dit le jour-là que oui, il a des relations, mais tant que nous ne le sollicitons pas, il ne peut pas savoir si nous avons besoin d'entrer ici ou là. Donc, c'est à nous de le solliciter. Oui, donc c'est un peu ça aussi notre rôle. La communication aisée et la capacité de marketing de la vision de l'association font partie aussi des qualités qui sont attendues du personnel salarié. Et puis, il y a la capacité rédactionnelle. Dans une association, le secrétariat, les membres du secrétariat permanent ou du personnel en tout cas, rédigent énormément de documents. Donc, la capacité rédactionnelle est un point extrêmement important qu'il faudra donc avoir lorsque vous travaillez pour une association. Et puis, bien sûr, l'aptitude à la gestion des projets. Conclusion. Les trois grands défis de la gestion administrative de l'association se trouvent être les textes légaux, statut et règlement intérieur, au moment de la création. Comment arriver à se doter de bons textes ou comment faire en sorte que, si c'est nécessaire, modifier et amender ces textes. Ensuite, c'est les textes administratifs qui concernent la gestion au quotidien, le fonctionnement de l'association.
Il s'agit des manuels de procédure et des autres guides, des décisions, des mémos, etc., qui permettent de fonctionner correctement. Après, il y a les outils administratifs qui permettent d'huiler les procédures administratives et financières. D'accord? Si un de vos membres doit aller en congé, est-ce qu'il vient seulement et puis il téléphone au secrétaire permanent ou administratif et puis il part en congé? Non, 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 il y a une procédure. Comment la procédure doit être menée? D'accord? Si quelqu'un doit voyager, comment ça se passe? Donc, il y a des outils administratifs que vous devez mettre en place et vous n'attendez pas d'être confronté à ces problèmes-là avant de le faire. S'il y a une des étapes qui a été ratée ou mal négociée lors de la création de l'association, il faut avoir le courage de reformater l'association en retouchant au texte. D'accord? Euh, Certains d'entre vous savent qu'à la force, nous l'avons déjà fait une fois. OK? Soyez créatifs et disponibles pour appuyer le bureau exécutif et l'Assemblée générale. Donc voilà un peu ce que nous avions à partager avec vous et je vais repasser la parole à Francis, qui est le modérateur de cette séance. Francis, à toi. Merci beaucoup, Monsieur Kofi, pour ce partage très enrichissant. Euh, Nous allons à présent, encore une fois, rappeler les besoins de la liste de présence et, sauf erreur de ma part, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu de demande de questions ou de contributions dans le chat. Messieurs, dames, il y aurait-il des questions? Si vous avez des questions, je crois qu'il est possible de réagir, enlever la main et nous allons vous donner la parole. Ah, il y a une main levée, monsieur Athé, monsieur ou madame Athé. Voilà, nous vous avons donné le micro et vous demandons maintenant d'activer votre micro. Est-ce que M. Athé a activé son micro? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc, permettez-nous, Monsieur Alain Kofi, de vous remercier de ce brillant exposé. En tout cas, la problématique, elle est bien abordée sur la question de la gestion administrative de l'association. Donc, vous l'avez rappelé, hein, et vous avez pris un exemple, le contexte togolais. Sûrement aussi au Sénégal, voilà, vous l'avez rappelé aussi sur les questions des statuts et et du règlement intérieur. Maintenant, la question que je me pose, par exemple, avec les circonspections, parce que toutes les circonspections, quelles qu'elles soient, elles sont gérées donc par une autorité administrative. Alors, pour le cas donc peut-être du Sénégal, donc dans les départements, nous avons les préfets, dans les régions, nous avons les gouverneurs. Euh, pour le besoin, si nous devons mettre en place une association sur les questions des statuts, est-ce qu'il est impératif, est-ce qu'il est obligatoire sur les questions des statuts, donc d'avoir en tout cas peut-être, disons, l'avis ou bien sinon l'accompagnement de l'autorité administrative par rapport au statut? Est-ce qu'il est impératif? Est-ce que c'est une obligation? OK. Merci. Francis, je peux répondre tout de suite ou bien on prend d'autres questions? Je peux? Francis? Apparemment, Francis a décroché. Bon, je vais répondre pendant que j'essaie de réadmettre Francis dans la salle. J'ai le sentiment qu'il a décroché. Non, non, Francis est bien là. OK. Bon, OK. Alors, Monsieur Athé, merci beaucoup. Alors, je crois que c'est une très, très intéressante question à laquelle je ne pourrais pas répondre de manière formelle parce que, à ma connaissance, la question même des associations est une question qui a tellement inquiété les gouvernants, surtout dans les années 90, que chaque pays s'est doté des instruments juridiques pour mieux encadrer cette
disons, ce qu'on appelle la société civile. Parce que quand on parle d'association, c'est bien de nous qu'on parle quand on dit société civile. Alors, il y a en matière de droit deux théories qui ont cohabité à un moment donné. Et après, chaque pays a tranché. Les juristes ont fait valoir dans les années 90 que, comme je l'ai introduit au tout début, l'association, sa naissance, c'est le désir de se mettre ensemble et de partager une vision, de partager des actions ensemble pour atteindre des objectifs. C'est de cette volonté-là que l'association naît. Et les gens ont estimé donc que, après mettre en place des textes et les envoyer à l'administration, ce n'est qu'une information. Il ne s'agit pas d'aller à l'administration pour demander une autorisation, mais il s'agit d'informer simplement. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le régime de l'information. Et puis, il y a des gouvernants qui ont réussi à amender leur constitution et autres pour vraiment réaffirmer le régime de l'autorisation. Ce qui fait que de plus en plus, vous verrez que même quand les partenaires techniques et financiers veulent travailler avec vous aujourd'hui, ils vont vous demander si vous avez le récépissé. OK? Si vous n'avez pas le récépissé, ils vont avoir le sentiment que vous êtes une association, on va dire, illégale. Vous voyez? Alors que je me rappelle que dans un certain temps au Togo, nous avons créé des associations qui ont simplement fonctionné avec le numéro d'enregistrement de leur dépôt des statuts. Donc là, on était dans le régime de l'information. Mais maintenant, on est revenu au régime de l'autorisation puisque les numéros, même d'ailleurs, ce que l'administration fait maintenant, c'est que quand vous envoyez vos statuts, ils ne vous donnent aucun papier. Ils prennent, ils regardent, ils vous convoquent si vous devez modifier des choses, tout. Et donc, le jour où ils sont sûrs que votre dossier est recevable, alors seulement ils vous donnent un numéro qui va vous permettre de suivre votre dossier pour arriver jusqu'au récépissé. Ouais, donc, je vous suggère de vous renseigner avec des juristes de chez vous ou des notaires, des gens qui ont déjà créé des associations pour voir vraiment quelle est la lecture qu'il faut faire de cette question-là dans votre pays. Voilà ce que je peux répondre. Merci beaucoup. Merci vraiment. Merci pour la question. Merci, Merci pour la merci réponse. Monsieur Kofi. Tout à l'heure, je cherchais mon outil micro. Euh, il y a Monsieur Alidou Sani Mala. Nous vous avons également donné le micro et vous pouvez maintenant activer votre son. Merci beaucoup. Je voudrais très sincèrement remercier Monsieur Kofi, le présentateur, que j'ai beaucoup de plaisir et de bonheur à suivre, tellement sa présentation est simple, claire et concise, qu'il n'y a plus rien à demander ou à poser comme question. Néanmoins, je voudrais qu'il approfondisse un peu le volet participation des membres en termes de participation financière, c'est-à-dire les cotisations, mais aussi la participation aux activités. Moi, je suis le président d'une association vieille d'une douzaine d'années, mais à la dernière Assemblée générale, on a même eu du mal à trouver des membres qui puissent présider le bureau exécutif. Et c'est la croix et la bannière. À la première assemblée, le quorum n'était pas atteint. On était obligé d'aller à la seconde au vu des tests et tenir l'AG malgré que le quorum n'était pas atteint. Et puis, élire le bureau comme ça. Donc, il y a toujours la problématique des cotisations des membres qui se posent et de leur participation aux activités, surtout leur présence physique. Je voudrais qu'ils nous aident à approfondir ce volet parce que c'est ça même l'association. Et j'appartiens à plusieurs associations en dehors de celle professionnelle, mais le constat est le même. Les membres n'aiment pas cotiser et ne participent pas aux activités, mais veulent bénéficier des avantages liés à l'association et à la vie associative. Je vous remercie.
OK, merci, Monsieur Alidou Sani. C'est également une question assez intéressante et importante. Euh, je voudrais penser que lorsqu'une association en arrive à ce point où, pour l'Assemblée générale, on a du mal à atteindre le quorum, alors qu'on a pris toutes les dispositions, c'est-à-dire convoquer la réunion dans les délais prescrits, rappeler, mais que à la date, on n'a pas atteint le quorum, déjà, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Cette association, il faut commencer à se poser la question, est-ce qu'elle mérite d'être maintenue ou si elle doit purement et simplement prendre la décision de sa dissolution? Euh, L'autre chose que je voudrais dire également, c'est que les cotisations ne sont pas, disons, la principale ressource d'une association. Les gens peuvent ne plus cotiser et les gens peuvent ne pas venir aux réunions parce qu'ils savent qu'on va leur demander la cotisation. Si vous avez fixé des cotisations trop élevées par rapport au rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix pour moi, c'est ce que chaque membre se pose. Cette cotisation que je paye là, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, 20 000 francs par an. Les 20 000 francs par an que je cotise là, est-ce que ça me donne le bénéfice de quelque chose qui justifie ces 20 000 francs? Lorsque les gens n'ont pas la conviction qu'ils ont un retour de ces 20 000 francs-là, ça veut dire que la cotisation est trop élevée pour eux. Donc, il faut arriver à fixer des cotisations. Moi, je suis fondé à penser que les cotisations des associations, chez nous en Afrique en tout cas, c'est symbolique. C'est symbolique. C'est pour ça que l'association doit avoir des moyens de mobiliser d'autres ressources à travers ses activités. Vous savez, moi j'ai fait partie de la Jeune Chambre économique où nous organisions des séminaires, des training schools, comme on les appelle, presque tous les mois, tous les deux fois par mois, un week-end, un samedi, sur toute la journée, on a un training school où on va dérouler, mettons, 4 thèmes au cours de la journée. Bien sûr, il y a les pauses café, il y a les déjeuners qu'on prend ensemble, etc. Le projet, la commission de projet fait l'évaluation des coûts et vous dit que, par exemple, la participation est de 10 000 francs pour les membres et de 15 000 francs pour les non-membres. Donc, si ces formations sont intéressantes, que quelqu'un vient aujourd'hui, il paye 15 000 parce qu'il n'est pas membre. La prochaine fois, il vient, il paye 15 000 parce qu'il n'est pas membre. Il y a de fortes chances qu'il préfère devenir membre et continuer à bénéficier de ce service-là et ne payer que 10 000. Donc, systématiquement, à la Jeune Chambre, tout ce que nous faisons, il y a des droits d'inscription. Nous faisons nos conférences annuelles. Droits d'inscription, tant pour les membres et tant pour les non-membres. Donc, il faut faire cette discrimination-là pour faire en sorte que... Mais il faut que ce soit vraiment intéressant, hein, que si ce n'est pas intéressant, les gens ne viendront pas. Donc, il faut que vous ayez des activités intéressantes pour lesquelles vous pouvez avoir des cotisations différentes. Il faut également savoir que nous sommes faibles dans la façon de promouvoir nos événements. Normalement, une association qui organise, par exemple, une conférence devrait se débrouiller pour avoir un sponsor. C'est-à-dire que votre conférence qui va durer 2 heures, il faudrait qu'il y ait le kakémono ou bien la banderole d'une entreprise qui vous a donné un peu d'argent pour financer cette activité. Il faudrait que vous-même, vous ayez géré le budget de ce projet pour qu'à la fin, vous n'ayez pas dépensé tout l'argent que vous avez pu récolter, que ce soit en termes d'inscription ou en termes de sponsors ou en termes de parrainage, etc., etc. Donc, voilà un peu, je pense, quelques réflexions. Maintenant, je vais aborder la question des services. Nous avons fait une mission au Libéria, la FOAPS, le secrétariat permanent, pour les aider à mettre en place un plan stratégique de mobilisation des membres ou bien de maintien de l'effectif. Et lors de nos discussions, je leur ai posé la question, est-ce que vous savez ce que représentent vos membres, ce que représente votre association? Les gens ne savent pas. Je vous pose cette question à vous tous. Dans votre pays, quand vous prenez votre fédération, euh, vous prenez tous vos membres. S'il y a une clinique, par exemple, cette clinique-là, est-ce que vous avez un dispositif qui vous permet de savoir combien de médecins ils ont,
combien de pharmaciens, ou bien on va dire simplement combien de cadres supérieurs, combien de cadres moyens, combien d'agents d'exécution ils ont. Chacun de vos membres, vous devez avoir ces statistiques-là. Pourquoi? Si demain, votre fédération va s'asseoir devant un banquier ou va s'asseoir devant un concessionnaire auto pour dire, voilà, nous sommes la fédération du secteur privé de la santé du Bénin. Nous avons aujourd'hui, on va dire, 200 membres. Parmi les 200 membres-là, il y a tel nombre d'individus et il y a tel nombre d'entreprises. Nos entreprises-là représentent tel effectif en termes de personnel. Alors voilà, statistiques, les cadres supérieurs, ça représente, mettons, 500. Les cadres moyens, ça représente 800. Les agents d'exécution, ça représente 1000. OK. Nous voulons voir avec vous et mettre en place, signer un contrat qui permettra donc à nos entreprises de pouvoir permettre à leurs cadres supérieurs, je prends cet exemple-là, on peut aller au cadre moyen aussi, de pouvoir chacun avoir un véhicule neuf dans un pays où tout le monde est obligé d'aller acheter venu de France. L'entreprise concessionnaire auto va mieux se recaler dans son fauteuil pour dire, répétez ce que vous venez de dire. Parce qu'il va voir le potentiel. Vous pouvez négocier le prix. Alors que vous allez payer à crédit, vous pouvez négocier le prix. D'accord? Et donc, quand vous revenez maintenant vers vos entreprises, vous dites, voilà, nous venons de signer un accord avec la maison qui vend les véhicules Toyota, les véhicules Hyundai. Ils nous font les véhicules telle marque à tel prix. Mais voilà comment ça va se passer. Vos personnels qui veulent ces véhicules-là, ici, un ordre de mission, un ordre de virement permanent sur le compte du concessionnaire et on leur donne le lendemain leur véhicule neuf. Mais donc, le concessionnaire gagne parce qu'il a pris avec vous une option. Vous gagnez parce que vous allez pouvoir offrir ce service à vos membres et vous allez voir que ça, vous dites, c'est seulement pour nos membres. Quelqu'un qui n'a pas encore adhéré à la fédération, si son personnel apprend, parce qu'ils vont voir leurs collègues avec des véhicules neufs, c'est son personnel qui va lui dire, mais chef, il faut aussi adhérer là. Nous aussi, on veut avoir ce bénéfice. Ce n'est qu'un exemple. Je ne veux pas prendre trop de temps, mais je vous donne juste cet élément-là. Il y a plein de réflexions comme ça que vous pouvez faire. Soyez créatifs, créez des opportunités qui vont attirer des membres vers vous parce que non seulement eux-mêmes bénéficient, mais leur personnel aussi bénéficie. Donc voilà ce que je peux répondre à M. Alidou par rapport à votre question. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Je crois ne pas observer d'autres mains, sinon celle de Monsieur Athé qui est resté levée. C'est l'occasion, messieurs, dames, de vous remercier pour votre temps, pour votre participation à ces webinaires. Si vous aimez le concept, si vous aimez les thématiques et la manière dont ils sont développés, n'hésitez pas à partager avec votre réseau pour que de nouvelles personnes soient inscrites et puissent participer aux prochaines séances. Alors, si vous voulez bien, Monsieur Kofi, nous avons Monsieur Jean-Tiendré Beogo. Malgré que nous avons dépassé le temps, qui a une question, nous allons prendre la toute dernière question, celle de Monsieur Jean-Tiendré Beogo. OK, Nous merci. avons activé votre micro. Ok, merci, bonsoir. Encore merci, Monsieur Kofi, pour cette session. Bon, pour ne pas traîner, j'avais une question que j'avais posée au niveau des questions-réponses là, par rapport aux présentations. Parce que au tout début, vous nous avez dit qu'on allait avoir accès à ça. Bon, donc je ne sais pas si, est-ce que il y a un site ou bien ça va être envoyé par email. Bon, je ne sais pas. Donc, c'est ça ma question. Merci. OK, merci. C'est Francis qui va répondre à cette question. Merci, Monsieur Tiendré Beogo. Et pour tous ceux qui donc également auraient la même préoccupation, les sessions seront postées
sur la chaîne YouTube de la web télévision de la FOAPS et dès qu'ils seront postés, nous vous enverrons les liens d'accès exactement de la même manière que nous vous envoyons les calendriers. Le fait qu'ils ne soient pas encore disponibles relève d'un certain nombre de soucis techniques. Il faut les monter, il faut faire du montage, il faut enlever certaines parties pour que ce qui soit posté ne soit pas non plus trop lourd pour pouvoir télécharger, mais que ça soit l'essentiel dont vous avez besoin. Donc, la promesse reste tenue. Merci à tous. Donc, voilà, avant de clôturer la session, donc, pour moi, c'est de vous remercier à vous toutes et vous tous qui êtes présents. Et je voudrais laisser donc le mot de la fin à Monsieur Kofi tout en te remerciant pour le savoir partagé. Merci. Merci, Francis. Merci à tous les collègues. Je voudrais juste rassurer aussi les collègues que ce n'est pas seulement Kofi qui est programmé pour animer ces webinaires-là. Et il y a d'autres collègues qui vont venir. Il s'agit simplement que dans la programmation que nous avons faite, je me retrouve être celui qui anime les toutes premières séances. Mais vous allez voir que bientôt d'autres collègues vont également intervenir pour qu'on puisse briser un peu avec la monotonie. Donc, merci, Francis l'a dit. Informez, faites venir d'autres collègues, d'autres amis. Comme les jeunes disent sur YouTube, likez, partagez et abonnez-vous. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci infiniment à tous ceux qui disent merci dans le chat. C'est reçu. Vraiment, merci beaucoup et à la prochaine.